Le Centre national des arts plastiques, grâce à un soutien exceptionnel du ministère de la Culture, a lancé en mars 2021 le chantier de restauration du Cyclope, œuvre d'art totale initiée par l'artiste suisse Jean Tinguely, avec le concours de Niki de Saint-Phalle, son épouse. C'est en 1987 que les deux artistes en font don à l'État français pour assurer sa protection et sa conservation. Le Cyclope entre alors dans la collection nationale gérée par le Centre national des arts plastiques. Cachée depuis 53 ans au cœur des bois de Milly-la-Forêt dans l'Essonne, cette œuvre sculpturale monumentale, 22,50 mètres de haut et 350 tonnes d'acier, est le fruit de la collaboration d'une quinzaine d'artistes. Le site a fermé ses portes en octobre 2020 pour laisser place à un vaste chantier de restauration qui a duré un peu plus d'une année. La face au miroir de Niki de Saint-Phalle était l'enjeu majeur de cette restauration. Recouverte entre 1987 et 1989 de miroirs, selon le désir de Niki de Saint-Phalle sur près de 360 mètres carrés, l'œuvre commence à se dégrader à partir de 1996 en raison d'un environnement peu propice à sa conservation. Carole Acquaviva et Philippe de Vivier, de l'entreprise Acoros, ont réuni autour d'eux plus d'une vingtaine de restaurateurs spécialisés dans le verre, le métal, la céramique et bien d'autres matériaux. Ils nous expliquent les particularités d'un tel chantier. Un préalable avant toute restauration, c'est comprendre les dégradations qui ont eu lieu. Parce que si on repart sur une restauration sans avoir compris les mécanismes qui ont entraîné les dégradations préalables, ça ne fonctionne pas. Donc il y a eu les études qui ont été faites, dont Aude Baudet parlait, par le LRMH, et qui a mis en évidence effectivement que la plupart des dégradations venaient vraiment de cet environnement humide, avec pénétration de l'eau à travers les joints qui avaient été mis en œuvre, et puis le teint du miroir, qui est à la fois métallique, qui se corrodait, et qui entraînait en fait la perte du verre qui tombait. À la fois, ça altérait le miroir et il avait plus sa réflexion que l'on recherchait, et en même temps, il y avait des risques de chute de verre. Donc à partir de là, la décision a été prise de changer tous les miroirs, l'ensemble entier de la façade. Le CNAP décide alors d'engager, en accord avec les ayants droit de Jean Tinguely et de Niki de Saint-Phalle, une intervention qui consiste à remplacer à l'identique l'ensemble des 62 000 tesselles de miroirs de l'œuvre. J'avoue que le premier jour, on s'est retrouvé face à la face au miroir, sans les filets déjà. En fait, les filets aplanissaient un peu la face. Une fois qu'on a enlevé les filets, on a eu une meilleure observation de ces volumes. Et une fois que l'échafaudage était monté, voilà, on a pu prendre vraiment la mesure du travail qui nous attendait. En fonction des volumes, la coupe des miroirs est différente. C'est-à-dire plus les volumes sont prononcés, plus les miroirs doivent être petits, parce que sinon ils ne vont pas rentrer et épouser les volumes. Et quand les surfaces sont plutôt planes, on a des modules qui sont un peu plus grands. La moyenne des miroirs, c'est 46 cm². Mais ça peut aller sur des plaques qui font quasiment 60 ou 80, jusqu'à des pièces qui sont grosses comme l'ongle de mon pouce, quoi. L'opération se fait dans le respect le plus scrupuleux du calpinage d'origine, effectué à l'époque sous la supervision de Niki de Saint-Phalle. Découpe des miroirs sans angle droit, modulation de la taille des morceaux en fonction du modelé du visage pour que les miroirs épousent en tout point la composition initiale. Une fois qu'on a décidé de changer ces miroirs, le choix avait été fait de remplacer les miroirs à l'identique. Comme ça, le travail avait été déjà fait. En plus, il y a la patte des artistes quand même qui avaient posé ces miroirs. Donc on a dû faire un relevé, comme on fait en mosaïque, à l'échelle 1:1. Au début, sur les mosaïques, quand c'est des surfaces planes, on peut mettre un polyane, c'est-à-dire un plastique transparent. On relève miroir après miroir, en sachant qu'il y a des volumes où vous ne pouvez pas en fait, mettre en place cette technique. Pour aller assez vite, en fait, c'est là où le croisement des compétences est important. Une des personnes qui est restauratrice de mosaïque avait travaillé dans un chantier de désamiantage. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on désamiante un plafond, par exemple, on va protéger toutes les autres surfaces avec du plastique. Sauf qu'il y a une entreprise qui a mis au point un latex naturel qui projette en fait sur les murs. Mais l'avantage de ce latex, c'est qu'il fait une empreinte parfaite de la surface. Donc on a créé des zones sur la surface, des zones de 2-3 mètres carrés qui correspondent à un volume particulier. On crée une première zone à la peinture en fait, entre les joints des miroirs. Et cette zone ensuite, on l'éclatait en sous-zones de panneaux de 50 sur 50 qui allaient être nos modules qu'on reposerait ensuite un par un. La première étape, ça a été de projeter en fait le latex sur les miroirs et dont vous voyez exactement les empreintes des miroirs pour chacun. Alors l'avantage effectivement, c'est que là vous avez la limite de ce qu'on appelle les sous-zones chaque fois qu'on avait établi directement sur la face au miroir et dont la peinture a été relevée en même temps que le latex. Une fois qu'on avait fait ce relevé, chacune des sous-zones en effet était découpée en fonction du module dont on aurait besoin pour reposer. Et là on a appliqué ensuite une peinture et on est venu presser du papier qui nous permettent d'avoir les gabarits, parce qu'on ne peut pas directement obtenir les miroirs
à partir de ça. Il faut qu'on passe par cet intermédiaire qui est extrêmement chronophage en fait. Donc chacun des gabarits est coupé, mis dans une enveloppe, donc c'est ce qui est en train d'être fait. Donc chaque fois qu'on coupe un gabarit, il est reposé sur le latex pour voir s'il est à la bonne dimension. Au bout du laboratoire, les miroirs sont coupés, et puis ici aussi, en se servant du gabarit. Ils n'ont pas besoin de règles, c'est-à-dire qu'ils coupent à main levée autour du gabarit, et puis ils replacent leur verre et leur miroir sur cette peau. On réutilise le même latex en fait, on vient mettre du latex liquide ici, et à la fin, vous voyez, il reste collé. Et chacune ensuite des sous-zones et des zones, donc vous voyez là c'est le deuxième étage. La zone 207, et là c'est chacun des modules qui font partie, donc la 207F, Z, etc. En fait là vous avez effectivement toutes les zones qu'on a faites. Donc on partait chaque fois de l'échafaudage comme référence, et chaque fois ça partait de la zone 1 jusqu'à X, comme les hôtels quoi. Et puis on monte jusqu'au 8e étage, et chacune de ces zones ensuite était, comme je vous disais, éclatée en sous-zones. Donc là quand vous voyez un numéro 202 par exemple, eh bien, on sait que c'est celui-là là, sur lequel on travaille. Ainsi, le travail des différents restaurateurs redonne à l'œuvre tout son éclat, en respectant l'intention originelle de l'artiste, camoufler la tête en réfléchissant son propre environnement. Après 1 an et demi de travaux, c'est toute la tête qui étincelle à nouveau. L'ensemble des œuvres du Cyclope ont bénéficié d'interventions de restauration ou de nettoyage à différentes échelles, comme le bassin de l'hommage à Yves Klein de Jean Tinguely, en passant par la colonne de Niki de Saint-Phal ou la méta-harmonie, mais aussi la jauge de Jean-Pierre Reynaud, le pénétrable sonore de Rhésus Raphaël Soto, l'hommage à Mai 68 de Larry Rivers, le tableau électrique de Rico Weber ou le piccolo museo de Giovanni Battista Podesta. L'hommage aux déportés d'Eva Appli était la 2e opération d'envergure de ce chantier. Évocation des désastres de la Shoah, l'œuvre se compose d'un wagon de la SNCF des années 1930 suspendu à une plateforme à plus de 13 mètres de haut. Très dégradé, ce wagon a été restauré à l'identique. Depuis le 22 mai 2022, après plus d'1 an de restauration, le Cyclope est de nouveau visible par le public. C'est une immense tête sans corps, étincelante de miroirs, avec un œil unique, une bouche d'où ruisselle de l'eau sur une langue toboggan et une oreille qui pèse 1 tonne. Sa réouverture est l'occasion de redécouvrir l'histoire si particulière d'une utopie construite à plusieurs mains.